je suis bien la chronologie, vous arrivez sur le terrain, vous faites une offre pour Air Canada et pour... Est-ce que vous le saviez d'avance que le gouvernement allait lever les fameuses procédures? Canadian est celui qui a eu, et celle qui a eu les discussions avec le gouvernement et nous indiquait que le point de vue était accueilli avec une certaine sympathie du gouvernement. Donc, on savait que quelque part, le gouvernement ferait quelque chose parce qu'autrement, le gouvernement est pris avec la patate chaude. On savait que Canadian n'allait pas bien et il fallait faire quelque chose. Maintenant, comme je vous dis, il y a eu d'autres propositions qui ont été faites en même temps. Donc, ce n'est pas une question de favoriser Onex. L'autre chose qu'il faut regarder, c'est que je pense que 2 jours après que M. Colonnette a pris sa décision, Air Canada était prête avec une offre. Donc, c'est quelque chose qui avait travaillé depuis un certain temps. Eux aussi s'attendaient à des développements. Autrement dit, tout le monde avait travaillé, tout le monde savait qu'il était pour se passer quelque chose. Ce qui est ironique là-dedans, c'est que les ministres invoquent la section 47 pour faciliter la discussion entre Air Canada et Canadien. Lorsqu'Air Canada, 2 jours plus tard, soumet une offre à Canadien, elle est refusée en 16 minutes par le conseil d'administration de Canadien parce que les particularités de l'offre d'Onex les menottaient. C'était impossible pour les gens de Canadiens d'ouvrir des discussions avec Air Canada. Et le ministre Colonnette le savait. Vous voulez dire qu'il y avait déjà une offre d'Onex, il y avait déjà une offre? Bien, dans le prospectus, d'ailleurs, je veux dire, c'est clairement indiqué que le Canadien doit payer des pénalités à Onex s'ils entreprennent d'autres négociations, si l'offre n'est pas supérieure à celle d'Onex. C'est clairement indiqué, c'est une pénalité, je pense, de 4 millions. Bon. Donc, il y avait une espèce je pense que pour permettre ça, les experts vont pouvoir s'y retrouver. Je sais qu'il y a des causes devant les tribunaux sur ces questions-là. J'aimerais qu'on revienne peut-être pour nous permettre à nous, consommateurs, ou également à M. Breton dans sa région, de comprendre. Ce que vous proposez, M. Gouin, c'est d'acheter les 2 compagnies. Exactement. Pas question d'acheter une seule compagnie. Exactement. Bon. Vous vous opposez à ce qu'il y ait quelqu'un qui achète les 2 compagnies, fusionne les 2 compagnies. Pour des bonnes raisons. M. Schwartz, on lui a demandé comment est-ce que son plan pourrait avoir du sens du point de vue des affaires. On parle d'une réduction du niveau de l'emploi de 5 000 postes. Lorsque j'ai demandé la question à M. Schwartz, il a dit bien, ce sont une approximation seulement. Il faudra avoir les données d'Air Canada, il faudra mettre les 2 équipes de gestionnaires ensemble. Et seulement à ce moment-là, je pourrais vous donner avec précision quel va être le niveau de la réduction du niveau de l'emploi. 5 000 postes, avec l'attrition qu'on a présentement chez Canadien et Air Canada, qui est autour de 4 chez Air Canada et 5 chez Canadien, 5 par année, ça veut dire avec les 2 forces de travailleurs combinées, à peu près 1 800 employés par année. Comment voulez-vous prendre soin de 5 000 départs? Ça va être impossible. Il va y avoir des mises à pied. Et nous, nos experts et nos données indiquent une réduction du niveau de l'emploi de plus de 10 000 postes. Ça veut dire des mises à pied. Ça veut dire que ce sont des employés d'Air Canada à cause de leur ancienneté plus récente, parce qu'Air Canada a embauché beaucoup de gens. C'est un transporteur en pleine croissance. Ça veut dire que ce sont les employés d'Air Canada, non seulement les pilotes, mais tous les autres types d'employés qui vont être mis à pied alors que les employés canadiens vont survivre. Est-ce que c'est juste, vous croyez? À mon avis, ça ne l'est pas. Et ça veut dire qu'il semble y avoir une question géographique, parce que le Canadien est plus dans l'ouest canadien et Air Canada est plus dans l'est. Est-ce que, Gérard, on peut faire cette... On peut découper la carte géopolitique de cette façon-là, mais il y a quand même un clivage à soi qui existe. Mais il reste que Air Canada a quand même aussi des employés à Winnipeg. C'est une très grosse base à Winnipeg. Ils ont des employés aussi à Calgary ou à Vancouver. Mais la masse, on peut dire, c'est à Montréal versus Calgary et Vancouver pour Canadiens. M. Gouin, Onex a la réputation d'une compagnie qui achète d'autres compagnies, qui les rentabilise en faisant le ménage. On va faire une courte pause et j'aimerais que vous me disiez comment vous entrevoyez cette fusion dans un instant. D'accord. Pour joindre les invités de Pierre Maisonneuve, composez le 514-790-1009 pour Montréal ou le 1-800-891-1009 pour l'extérieur de Montréal. Maisonneuve à l'écoute ce soir de Gérard Bérubé, directeur des pages économiques du Devoir, Serge Gouin de la compagnie Onex, Pierre Breton de la Chambre de commerce de la région de la Côte-Nord et Jean-Marc Bélanger de l'Association des pilotes d'Air Canada. Bien sûr, la question de l'opération Onex sur Canadien International et Air Canada. Alors, M. Gouin, l'opération Onex, qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec les 2 compagnies aériennes? Je pense que faire le ménage, comme je disais, selon votre habitude, chez Onex? C'est ça. Je pense qu'il faut parler du record d'Onex. Et si vous regardez ce qu'Onex a fait, la dernière grande transaction d'Onex, c'était Celestica. Qui est quoi? Qui était l'achat d'une usine d'IBM à Toronto, une grande usine dont IBM voulait se défaire. Onex l'a acheté et a mis, avec d'autres partenaires, 375 millions dans l'entreprise pour la faire croître. Aujourd'hui, cette entreprise-là, 2 ans et demi plus tard, opère dans 9 pays, 23 usines. Son chiffre d'affaires est au-delà de 5 milliards US.
l'emploi... Il y a eu combien de pertes d'emplois à Toronto à ce moment-là? Il n'y a pas eu de perte d'emploi, il y a eu création d'emplois. Il y a eu création d'emplois à travers toute la compagnie. Et c'est... malheureusement, il y a des gens qui disent qu'Onex, c'est une entreprise qui coupe des emplois et qui fait des montages financiers pour son bénéfice. Mais Onex a bâti beaucoup d'entreprises, dont une ici à Montréal, le sucre Atlantique, qui est le plus gros raffineur de sucre dans l'Est du Canada, et qui a un plan d'expansion aujourd'hui de 60 millions. Alors, je vais vous poser la question, puis je vais demander à mes invités de réagir à ça. Comment vous pouvez partir d'une compagnie qui accumule des déficits comme Canadien les accumule, avec une compagnie, vous dites Air Canada, qui commence à peine à faire des profits, qui ne les fait pas nécessairement, et faire de ces deux entreprises-là une entreprise super rentable à la manière d'Onex? Si on jouait au bridge ensemble et j'avais une main forte et vous avez une main faible, peut-être que notre main pourrait nos deux mains pourraient se composer pour combattre nos adversaires. Ici, je pense qu'il y a des atouts dans les deux compagnies. Il y en a une qui n'est pas rentable, mais elle a des atouts qui sont importants. Si on les joint aux forces de l'autre, on est capable de faire une entreprise qui est forte domestiquement et qui, plus est, ce que M. Bérubé a dit tantôt, peut concurrencer effectivement avec les autres transporteurs internationaux. C'est le but d'Onex dans la transaction, de monter une entreprise canadienne qui est forte et qui n'a pas une part de marché décroissante du transport international, mais qui a une part de marché croissante et qui est une entreprise qui fleurit et qui crée des emplois. C'est sûr qu'au début, il va falloir prendre notre médecine et maigrir un peu, mais le but, c'est de bâtir une entreprise qui est forte. Maigrir un peu. Monsieur Breton, vous écoutez tout ça à l'autre bout et ça vous amène quoi comme réaction? Écoutez, ma première réaction, c'est que d'entendre parler d'emploi, a priori, au niveau de cette transaction-là, m'apparaît comme mettre un petit peu les moyens à la place des fins. Le transport aérien est un outil de développement majeur pour un pays comme le Canada. J'irais jusqu'à dire essentiel. Et le fait qu'il y ait 10 000 emplois de moins dans les deux transporteurs nationaux actuels ne pose pas pour nous, en région, le vrai problème. Ces emplois-là vont clairement se redistribuer, du moins c'est ce qu'on suppose à partir du moment où il n'y aura qu'un seul transporteur national. Les emplois qui vont disparaître vont se resituer à l'intérieur d'entreprises qui vont concurrencer véritablement le transporteur national. Expliquez-moi comment. Tout simplement en utilisant ce que j'appellerais la vérité des prix. Je vais vous donner l'exemple de WestJet, qui est une compagnie dans l'Ouest canadien qui, depuis 1995 ou 1994, offre des services et pratique la politique de la vérité des prix. Plutôt que d'avoir des prix, des tarifs qui varient selon la destination que vous prenez et puis qui sont accompagnés de points boni ou de différents avantages, vous allez avoir un prix fixe pour un vol d'un endroit à l'autre, qui est un prix beaucoup plus avantageux et qui va amener une véritable concurrence dans le transport intérieur au Canada. Oui. L'exemple de WestJet, par exemple, on parlait de la liaison intérieure Kelowna-Edmonton, où, depuis entre 1995 et 1997, WestJet a commencé à offrir des services pour concurrencer les deux grands transporteurs nationaux. Et l'achalandage sur cette liaison-là s'est multiplié par 500 %. Il y a 5 fois plus de passagers qu'il y en avait lorsque la pseudo-concurrence entre Canadian et Air Canada se faisait à l'intérieur des Canada. Je veux bien entendre peut-être nos autres interlocuteurs parce que je veux tenter d'intégrer votre argumentation là, des emplois qui seraient récupérés. La situation actuelle dans les transporteurs, est-ce qu'on veut dire que les deux grandes entreprises, Air Canada et Canadien, contrôlent aussi le transport régional? Ils sont en grande partie. Regardez, tout l'Est canadien, par exemple, c'est bon, le Air Nova, c'est une filiale d'Air Canada qui regroupe Air Alliance et Air Ontario. Donc, ils ont tout l'Est de l'Atlantique. Il y a Intercanadien qui a été vendu justement par Canadien il y a je pense, 2 ans. Mais il reste que Intercanadien qui regroupe aussi Air Atlantique. C'est ce qu'on appelle un feeder de Canadien. Donc, ils sont reliés à Canadien par l'alimentation en passagers, disons. Mais c'est quand même une filiale distincte. Donc, vous avez quand même ce duopole qui existe dans l'Est. Il y a les filiales de Canadian Regional qui sont aussi en Ontario et dans l'Ouest. Dans l'Ouest, on trouve BC qui est associé à Air Canada. Et il y a WestJet qui s'active dans tout ça. Donc, il y a déjà beaucoup de transporteurs qui s'activent. Mais essentiellement, en grosse majorité, reliés soit à l'un ou à l'autre. Bon, mais à ce moment-là, si on fait une seule compagnie, est-ce qu'on peut permettre que cette compagnie-là ait ses liens? Autrement dit, existerait-il encore de la concurrence? Non. Et est-ce que c'est là qu'on rejoint M. Breton à savoir qu'il faudrait
créer ou permettre la création ou la division des entreprises? Il y a un élément dans l'approche de M. Breton. C'est M. Breton, je pense qu'il confond deux choses. Il confond le modèle à un seul transporteur. Je pense que on est tous d'accord qu'il faut qu'il y ait un seul transporteur à l'échelle internationale, mais avec une concurrence sur le marché domestique. Donc, il confond ce modèle-là au modèle Onex, au scénario d'Onex, qui est complètement différent. On peut très bien être favorable ou partisan à un scénario d'un seul transporteur, mais